Il y a près de 2500 ans, dans la Grèce antique, Antigone s'écriait d'une voix forte devant le roi Créon, qui lui interdisait d'ensevelir son frère tué au combat. « Je ne pense pas que tes décrets soient assez forts pour que toi, mortel, tu puisses passer outre aux lois non écrites et immuables des dieux. Elles n'existent pas d'aujourd'hui ni d'hier, mais de toujours. » Antigone. Antigone, qui mieux que ce personnage de la tragédie de Sophocle incarne la conviction qu'il existe des lois non écrites qui transcendent l'espace et le temps. Et donc que nos lois, les lois de nos cités, limitées et éphémères, se doivent de respecter cette éthique universelle et intemporelle. On l'appelle aussi loi naturelle parce qu'elle est profondément liée à la nature de l'homme, cet être doué de raison qui cherche le bien pour vivre ensemble en paix et heureux. Cette morale universelle, intemporelle, cette loi éthique intemporelle, nous en retrouvons des traces dans toutes les grandes civilisations et dans toutes les grandes religions. Par exemple, dans le code Hammurabi, datant de près de 4000 ans à Babylone, dans les 10 commandements confiés à Moïse, bien sûr, il y a 3000 ans, dans les livres sacrés du bouddhisme ou de l'hindouisme, et jusqu'à une époque récente, dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, proclamée par l'ONU en 1948 à Paris. Mais il faut bien reconnaître que face à ces lois donc non écrites et immuables, les valeurs de la société postmoderne sont devenues relatives, comme déjà on l'a largement souligné juste avant moi. Chacun définit les siennes selon ses désirs et ses intérêts. Comme les lois sont votées par des majorités changeantes, ce qui était acquis il y a 10 ou 20 ans, eh bien, parce que conforme à des valeurs évidentes, eh bien, est mis en question aujourd'hui et sera peut-être changé demain. Pour illustrer cette réalité, je vais prendre 3 exemples qui vont certainement faire l'objet de débats importants lors des états généraux de bioéthique dans les semaines et les mois qui viennent. Puis je vous proposerai une réflexion plus globale sur la façon dont le temps constitue aujourd'hui une menace, c'est vrai, mais peut-être aussi demain une chance. Premier exemple, la recherche sur l'embryon humain. C'est certainement un des meilleurs exemples. En moins de 20 ans, le Parlement a voté 4 lois opérant progressivement un virage à 180 degrés. Ce qui était inacceptable hier est devenu acceptable aujourd'hui. Ce qui était non éthique hier est tout à fait éthique aujourd'hui. Vous trouverez à la page 28 de votre livret une infographie qui illustre cette évolution. Alors, on va la reproduire à l'écran. On peut résumer ainsi les principaux aspects. Sur le principe même de la recherche sur l'embryon, ou les cellules souches embryonnaires, je parle des deux à la fois, la première loi bioéthique de 1994 a proclamé une interdiction totale. La deuxième loi de bioéthique de 2004 a maintenu l'interdiction, mais a créé des dérogations pour 5 ans et avec des conditions de progrès thérapeutique majeurs. La troisième loi de bioéthique en 2011 a gardé encore l'interdiction de principe, mais du coup a fait sauter la limite de temps. C'est devenu sans limite de temps. Et puis la condition s'est assouplie. Ce ne sont plus que des progrès médicaux majeurs. Et la 4e étape a été réalisée en 2013 à partir d'une simple proposition de loi. Et alors là, le principe d'interdiction est supprimé. On le remplace par un principe d'autorisation avec des conditions définies de façon encore plus souple qu'auparavant, puisqu'on parle de simple finalité médicale, qui est un critère très vague qui laisse la porte ouverte à toutes les justifications. Et en 2016, dernière étape, la loi santé élargit encore la brèche dans le domaine qui est un peu différent des recherches médicales. Mais là, je n'approfondis pas. Donc, vous voyez l'évolution. Et pourtant, l'embryon humain n'a pas changé de nature entre 1994 et 2013. Il est toujours l'un de nous. Mais il est désormais considéré comme un objet, un matériau de laboratoire. Et alors, comment les politiques, en moins d'une génération, finalement, ont-ils pu à ce point bouleverser nos repères éthiques? Je crois qu'on peut y voir l'influence des lobbies scientifiques, des laboratoires pharmaceutiques, et puis aussi de ces quelques médecins-chercheurs fascinés par leur capacité à dominer peu à peu les mécanismes de la vie, créer et maîtriser la vie, n'est-ce pas finalement le privilège des dieux? Tocqueville d'Herville vient d'en parler à l'instant. Ils sont aussi aveuglés par la conviction que, puisque cela se fait dans d'autres pays, eh bien, il faut pouvoir le faire en France, sous peine de prendre du retard dans la compétition scientifique et économique mondiale. Prendre du retard, n'est-ce pas également un rapport faussé au temps? Du retard sur quoi? Du retard pour qui? Tout ce qui est techniquement possible n'est pas forcément bon pour l'homme, on le sait bien depuis la bombe atomique. En réalité, on en arrive à une contradiction majeure avec un principe fondamental de notre éthique française, énoncé
à l'article 16 du Code civil, qui justement a été écrit au moment de la première loi bioéthique de 1994. Cet article affirme, je le cite, « La loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l'être humain dès le commencement de sa vie. » Savez-vous que ce principe, justement, a été introduit pour la première fois dans la législation sur la loi sur l'avortement en 75, pardon. Son article 1 affirmait de façon solennelle, je le recite, « La loi garantit le respect de tout être humain dès le commencement de la vie. » Et le Code civil n'a fait que reprendre cette formulation. Pourtant, l'article 2 de la loi sur l'avortement autorisait l'IVG à titre temporaire pendant 5 ans. Tiens, encore une transgression éthique introduite pour une durée limitée, puis ensuite consolidée à titre permanent. Et comme pour l'opinion publique en général, ce qui est légal est moral, eh bien pour beaucoup ne voient plus aujourd'hui l'enjeu éthique considérable que représente 220 000 IVG par an en France. Alors retenons de cet exemple, si vous voulez bien, en vue des États généraux, une conviction dans notre relation avec les scientifiques. Pour parodier une expression célèbre, la science est un domaine trop sérieux pour être laissé aux seuls scientifiques qui sont effectivement jugés partis. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme, nous rappelait Rabelais, et il a toujours raison. Deuxième exemple, le dépistage prénatal de la trisomie 21. L'évolution de la réglementation dans ce domaine est aussi très édifiante. Le gène de la trisomie 21 a été identifié par le professeur Lejeune en 1959. À partir du début des années 80, un dispositif sophistiqué de dépistage prénatal, DPN, s'est mis en place, d'abord pour les femmes de plus de 38 ans, et puis progressivement, avec des conditions assouplies. Et maintenant, toutes les femmes enceintes, vous le savez, sont invitées à subir ce dépistage. À chaque fois qu'une nouvelle innovation médicale permettait d'identifier la trisomie, soit plus tôt, pendant la grossesse, soit avec plus de certitude, eh bien, on a vu l'administration et la sécurité sociale pour les remboursements mettre en place de nouvelles règles qui accentuent le caractère systématique du dépistage. Et aujourd'hui, on est sur le point de généraliser le DPNI, diagnostic prénatal non invasif, à partir d'une simple prise de sang maternelle avant 12 semaines de grossesse. Comme s'il fallait absolument consolider à moindre risque le véritable eugénisme sociétal qui s'est installé en France, on l'a déjà évoqué tout à l'heure, puisque 96% des fœtus détectés trisomiques font l'objet d'une IMG, je le rappelle, qui est un avortement possible jusqu'au jour de la naissance. Cette régression éthique est en fait réalisée dans une indifférence assez générale des politiques, des médias et il faut le dire aussi de l'opinion publique. Avez-vous le souvenir d'un débat démocratique au Parlement pour voter une loi décidant clairement qu'il fallait supprimer la trisomie 21 en France? Non, bien sûr. Tout cela s'est fait dans le secret des laboratoires, des cabinets ministériels, par un petit groupe de personnes convaincues, convaincus qu'il fallait éradiquer la trisomie 21, essentiellement pour des raisons soit philosophiques, éviter la naissance d'enfants handicapés pour la société, l'amélioration de la race, et économiques, diminuer le coût de la prise en charge médicale des personnes handicapées. Donc vous voyez, on peut retenir de ce deuxième exemple une conviction, cette fois-ci dans notre relation avec les responsables politiques. C'est ce danger d'une glissade permanente, progressive, insidieuse, presque masquée, qui aboutit à une impasse éthique parce qu'à aucun moment, il y a eu des responsables politiques qui ont eu le courage de dire « stop, là maintenant on va trop loin ». Et ça s'est fait subrepticement. Troisième exemple, les dérives de l'euthanasie en Belgique. L'évolution de la législation sur l'euthanasie depuis 15 ans chez nos amis belges est aussi impressionnante. Elle met bien en valeur le caractère éphémère des lois concrètes parce que le principe intemporel du respect de la vie humaine n'est plus une borne infranchissable. Pour résumer là aussi en quelques mots cette évolution, une première loi dépénalisant l'euthanasie a été votée en 2002 avec des règles présentées comme très strictes sur les conditions de mise en œuvre, souffrance insupportable, inapaisable, maladie incurable, rapport du médecin à une commission de contrôle, etc. Mais depuis cette date, en fait, le nombre officiel d'euthanasie n'a fait que croître. Plus de 2000 l'année dernière, si vous regardez la courbe, elle est comme ça. Et avec des cas de plus en plus éloignés des conditions initiales, notamment des euthanasies de personnes dépressives ou démentes et de plus en plus des situations qui correspondent de fait à des suicides assistés. Autre évolution, en 2014, l'euthanasie des mineurs, sans condition d'âge minimale.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un mineur de 10 ans, 12 ans, par exemple, doté, dit-on, de la capacité de discernement, mais comment la mesure-t-on? Et avec l'accord de ses parents, peut ainsi exiger d'être euthanasié en Belgique. Et surtout, le débat se développe aujourd'hui sur l'euthanasie maintenant des personnes âgées, des personnes fatiguées de vivre, dit-on, après l'âge de 70 ans, qui n'ont ni maladie incurable, ni souffrance insupportable, mais qui considèrent qu'elles ont vécu suffisamment longtemps et qu'il est temps de partir pour différents motifs ou pressions. Ce débat sur les personnes fatiguées de vivre, c'est une expression que vous entendrez peut-être de plus en plus, est très avancé aux Pays-Bas, pays voisins qui exercent une forte influence sur la Belgique, et même si, heureusement, certaines voix alertent sur le risque de pression sur les personnes âgées les plus fragiles. Et je crois que là, il faut souligner le travail magnifique de sensibilisation réalisé par l'Institut européen de bioéthique à Bruxelles, qui fait un travail donc remarquable. Mais cela dit, l'opinion publique belge semble, vue de nous en France, comme anesthésiée par une philosophie de la vie devenue très individualiste, avec cet argument qui semble devenu incontestable, si c'est sa volonté, au nom de quoi s'y opposer? Voilà. Alors on peut retenir de cet exemple, ce troisième exemple, une conviction cette fois-ci dans notre relation avec les personnes les plus fragiles, que ce soit les plus jeunes, les plus âgées, les personnes dépendantes. On voit qu'une fois qu'on a entrouvert la porte de l'interdit de tuer, par exemple, eh bien, il est très difficile de la refermer. C'est quasi systématique, cela se réalise toujours au profit du plus fort et au détriment des plus faibles. Alors élargissons maintenant notre réflexion dans un deuxième temps sur ces lois éphémères. Sommes-nous condamnés à voir nos repères éthiques devenir à géométrie variable en fonction des pressions sociétales, des lobbies minoritaires mais très actifs, de la concurrence mondialisée, de ce culte de l'autonomie individuelle donc? L'éthique de l'autonomie, chère aux anglo-saxons, va-t-elle remplacer l'éthique de la vulnérabilité qui est plus conforme à notre vision des relations humaines? L'éthique de discussion, dans laquelle les valeurs évoluent dans le temps et dans l'espace au gré des opinions majoritaires, peut-elle remplacer l'éthique de conviction, celle liée à une conception intangible et universelle de la dignité de l'homme? Parce que finalement, si tout se vaut, parce que le bien serait relatif, parce que le vrai subjectif, alors méditons cette sentence de l'anthropologue Klaus Lévi-Strauss qui affirmait avec une certaine provocation, si toutes les valeurs se valent, alors le cannibalisme est juste une question de goût. Et effectivement, l'homme peut en arriver à se cannibaliser lui-même, à se détruire à petit feu ou à se transformer par le transhumanisme au point qu'il ne soit plus un humain avec un grand H. Et vous voyez, face à ça, je préfère, pour conclure, vous inviter à un renversement de perspective qui nous intéresse plus particulièrement en ces temps-ci, c'est-à-dire que finalement, si les lois sont toujours éphémères, pourquoi seraient-elles condamnées à n'évoluer toujours que vers le négatif, vers le moins humain, vers le moins disant éthique? Il n'y a pas de fatalité dans l'histoire. Il n'y a aucune fatalité. Il y a plutôt des mouvements de balancier sur de longues périodes, parce qu'un excès dans un sens provoque un mouvement dans l'autre sens pour rechercher un nouvel équilibre meilleur pour un peuple ou pour une civilisation donnée. Rappelons-nous par exemple l'histoire de l'esclavage, la longue histoire en Occident, ou même celle du colonialisme. Il y a des mouvements de balancier. Et il faut au moins 1 à 2 générations pour qu'on commence à voir les effets pervers ou négatifs d'une loi contestable sur le plan éthique. Par exemple, la loi sur l'IVG date d'environ 40 ans. Et l'on commence sérieusement à écouter des témoignages qui étaient inaudibles jusqu'à présent sur les souffrances physiques ou psychologiques post-IVG. L'insémination artificielle avec donneur est possible aussi depuis près de 2 générations. Et de jeunes adultes, entre guillemets, nés de spermatozoïdes inconnus, c'est le nom d'un de leurs livres, réclament maintenant de connaître celui qui est à l'origine de la moitié de leur patrimoine génétique. Et la prise en compte de leur souffrance va peut-être faire évoluer le principe même de l'anonymat sur le don de gamètes qui va être discuté dans la loi bioéthique. Si on élargit aux États-Unis, par exemple, des dizaines de lois ont été votées récemment dans différents États pour limiter un usage excessif de l'avortement, dont les caractéristiques sont beaucoup plus larges au démarrage qu'en France. Mais dans ce pays qui est quand même souvent à l'avant-garde des choix sociétaux, on perçoit un renversement progressif des mentalités en faveur d'un plus grand respect de la vie humaine avant la naissance. La Chine et sa politique de l'enfant unique est en fait pour moi l'évolution la plus frappante, celle qui en fait le creuset. Ce dogme de l'enfant unique qui a été introduit en 1979 aboutit à un déséquilibre considérable de naissances entre filles et garçons. Savez-vous qu'il y a aujourd'hui 40 millions d'hommes célibataires qui ne peuvent trouver femme pour se marier? 40 millions.
Face à ce désastre, les autorités ont assoupli les règles en 2013 puis en 2016 pour autoriser les couples à avoir 2 enfants. Il y a donc bien un renversement d'une certaine éthique mortifère au profit d'une autre éthique plus ouverte au respect de la vie. Donc vous voyez bien qu'il n'y a pas de fatalité, même quand nous avons en France l'impression que la tendance va toujours dans le même côté. D'où l'importance donc de résister, de se former, d'argumenter et de participer au débat sans se laisser tétaniser par un prétendu sens de l'histoire. Pour conclure définitivement, quelques exemples complémentaires, mais tout récents, qui vous montrent des témoignages de références éthiques toujours fortes et vivantes en France. Peut-être les avez-vous remarqués. La proposition de loi du député Paul Christophe vient d'être votée le mois dernier en première lecture à l'Assemblée nationale pour permettre de donner des jours de repos au profit de collègues de travail qui sont des aidants familiaux auprès de personnes très dépendantes ou handicapées. Ça, c'est un beau geste éthique. La proposition de loi du député Xavier Breton, déposée également au mois de décembre dernier, qui vise à faire des soins palliatifs la grande cause nationale pour 2018. Elle pourrait être discutée dans les mois qui viennent et peut-être relancer l'idée d'un grand plan de développement des soins palliatifs. Et dernier exemple, la Cour de cassation vient de reconnaître qu'un enfant non encore né, à la date de la mort accidentelle de son père, subissait un préjudice moral qu'il faut indemniser. Et ce préjudice, écoutez bien, c'est que l'enfant souffre de l'absence définitive de son père qu'il ne connaîtra jamais. Voilà une décision intéressante au moment où on va débattre de la PMA sans père. Alors il ne faut plus hésiter, à nous de jouer, je pense. La révision de la loi bioéthique commence dès ce mois-ci, comme on l'a déjà annoncé, avec des débats dans les régions, un site internet. C'est le moment de s'y intéresser, de participer. Et dans les autres pays qui nous écoutent, où il n'y a pas d'états généraux, il faut aussi saisir toutes les occasions de se faire entendre. Soyons-en convaincus, nous ne menons pas un combat d'arrière-garde contre des lois éphémères, nous menons un combat d'avant-garde, ce qui s'appuie sur une éthique intemporelle. Soyons donc tous des Antigones. Merci.